Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi pour ce kiosque de ce 5 juillet 2022. L'actualité ce matin, c'est le coup d'envoi depuis Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, de l'examen de fin d'études primaires, l'ex-TENAFEP. On parle aujourd'hui de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires. Le ministre ayant en charge le sous-secteur de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a déjà donné le go ce matin dans la capitale de la Tchopo. On parle de près de 11 000, 2 millions, 11 188 candidats qui sont concernés par ces épreuves sur l'ensemble du territoire national, dont 958, 558, 649 filles. Ces dénouements dans l'organisation de la gratuité de l'enseignement, occasion pour kiosque de ce matin de faire un gros plan sur la rentrée scolaire, mais aussi le dénouement, la clôture de l'année, la gratuité qui a semblé un peu au début battre de l'aile avec les revendications de certaines écoles, dites écoles élitistes dans la ville de Kinshasa, pour ne pas nommément citer les collèges Boboto, collège Elikia, tout comme les Sacré-Cœur et d'autres écoles ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Il est grand également de faire ce bilan à mi-parcours sur la gratuité, mais sur l'enseignement. C'est vrai que le calendrier de l'année scolaire 2021-2022 a été un peu réaménagé. Je crois en la date de juin. L'année scolaire ne s'est pas clôturée comme prévu le 2 juillet. Et peut-être qu'après cet examen de TENAFEP, que les examens vont pouvoir se poursuivre. Deuxième titre d'actualité ce matin, il est politique. Ce titre, c'est ce tête-à-tête en pourparlers bilatéral annoncé pour demain entre Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Première tête-à-tête en bilatéral sous l'égide de Joao Lourenço, président de l'Angola, lui qui a été sollicité au nom de l'Union africaine par le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, pour pouvoir écouter les deux personnalités, les deux présidents des capitales, Kinshasa et Kigali, s'accusent mutuellement. Kinshasa d'abord, qui accuse Kigali de pouvoir soutenir les terroristes du M23, Kigali également, qui réplique. En tout cas, que va dire Félix Tshisekedi aujourd'hui face à son homologue rwandais qui l'accuse? Quel cahier de charge pour Félix Tshisekedi demain? Alors, quelle réplique pour le président Paul Kagame? Peut-être il faut d'abord, pour Kinshasa, selon les observateurs, demander les retraits des troupes rwandaises aux côtés de ces terroristes du M23, mais aussi demander à Kigali de pouvoir imposer aux terroristes du M23 un cessez-le-feu immédiat en vue de leur désarmement, réinsertion dans le processus DDRR pour peut-être obtenir le dégel de la situation. Vous le savez, depuis le lancement des opérations à l'est du pays, Kinshasa et Kigali, les relations ne sont plus au beau fixe. L'un comme l'autre accusent son voisin. Merci de votre fidélité. La grève annoncée pour demain, le médecin vont débrayer, en tout cas, plusieurs revendications dans les cahiers de charges, mais nous venons de l'apprendre tout à l'heure. Une très bonne nouvelle. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, venait de prendre une série d'ordonnances pour nommer et promouvoir des médecins. Est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir calmer la tension? On ne sait pas. Edmond Zouba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci de l'invitation. Merci de votre visite, hein, les lundis, les dimanches, les lundis aussi à la maison. Oui, parce que, vous savez, nous avons pris depuis un certain moment l'habitude de nous rendre visite régulièrement, et surtout que vous étiez malade. Ce n'était que naturel pour moi de venir vous rendre visite à la maison et me rendre compte que tout ira bien et que tout a été pris en charge. Merci beaucoup à vous, cher Edmond Zouba. Je rappelle que vous êtes de Opinion. Ce site est très lu. Ce matin, on revient sur quel titre, par exemple? Bon, on est revenu sur l'histoire de Bahati. Vous savez, le président du Sénat, j'ai entendu même quelque part, va passer Combo Alia Tondakate. Je suis tombé sur une pile de documents, une documentation où M. Bahati est encore une fois de plus accablé dans une histoire de spoliation. Et cette fois-là, on veut spolier une église, ce qui est quand même très grave.
C'est la 63e communauté de l'église du Christ au Congo, qui est une grande plateforme qui regorge plus de 90 églises en son sein. Mais cette fois-là, c'était une donation. Les CC de Bokundoa. Et CC de Bokundoa. Cette fois-là, c'est une parcelle donnée par Mobutu, dont l'ordonnance existe et dont le document légaux l'atteste. Donc, en 1981, quand Mobutu faisait ses dons dans le cadre des recours à l'authenticité à des églises qui ont pignon sur rue dans la capitale, Mobutu a préféré donner une parcelle sur 24 à l'ECC. Et avec la formation des pasteurs, c'était impossible dans le temps que cette église puisse avoir un pasteur de qualité selon cette communauté, vous voulez les dire? statuts. Oui, cette communauté, parce que l'église contient beaucoup de communautés, l'église ECC, mais cette fois-là, je pense que ma mémoire ne va pas me tromper, il s'agit bien cette fois-ci de... l'église s'appelle... voilà. Donc, les noms m'échappent, n'arrivent toujours pas. Donc, c'est cette église qui avait donc la responsabilité de gérer ce bien. L'église, les noms va venir. Oui. Alors, pendant cette gestion, il y a un pasteur qui est venu de Mbanzangungu, qui a été prêté à cette église pour continuer l'action de Dieu. Ça veut dire, en attendant que le pasteur de cette église puisse terminer leur formation, le pasteur prêté devait continuer l'action. En continuant l'action, il... Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans tout ça? Mais justement, c'est ça la chronologie des faits. On n'a pas tout le temps, malheureusement. Justement, c'est-à-dire, il y a eu un acte de cession qui a été fait par ce pasteur de bonne foi. Sur un bien de la communauté. Sur un bien de la communauté. Donc, pour lui, qui ne connaissait pas l'origine, comment est-ce que l'Église était devenue propriétaire de cette parcelle, lui, il a accordé la parcelle de l'Église aux enfants d'un grand dignitaire de l'Église du passé qui gérait le patrimoine même de l'Église, un certain Zimbi Mendez. Alors, c'est aux enfants, après avoir récupéré cette parcelle, d'abord il y a eu trop d'erreurs au niveau de conservateurs des titres immobiliers, mais ce sont des erreurs qui ont été corrigées. Et la famille qui détenait les certificats en annulation du certificat original a été sommée d'aller remettre même le document au niveau du conservateur des titres immobiliers. Est-ce que sur le plan du droit, c'est normal de prendre un bien appartenant à une communauté et de faire des dons et des legs à un individu? Non, ça dit si la communauté elle-même décide. Mais cette fois-là, la personne qui a décidé à la place des communautés n'avait pas qualité. Et comment la communauté fait un acte de cession aux particuliers? Il y a des organes qui peuvent en décider. Il y a le comité exécutif, il y a ce qu'on appelle les synodes. Donc si après réunion, après assemblée générale, on décide par des missions rendues à l'église et tout ça, l'église peut céder. Mais jusque-là, je ne vois pas l'implication des alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand la famille, les enfants d'Imi ont été sommés d'aller remettre le pièce au niveau du conservateur des titres immobiliers, des Kassavubu, ils n'ont pas fait. C'est ça ce qui a énervé même l'Église à porter plainte, à se défendre devant le cours des tribunaux. Pendant que l'affaire est pendante devant le cours des tribunaux, au mois de juin passé ici, l'Église sera surprise d'avoir cette fois-là un nouveau acte d'enregistrement. Certificat d'enregistrement avec les noms de Bahati Lukwebo et toute sa famille. C'est là où on dit que Bahati a pesé de tout son poids pour aller non seulement falsifier les documents, mais aussi récupérer un bien de l'Église. Peut-être lui aussi, peut-être lui aussi est victime d'une escroquerie. Peut-être. Peut-être de bonne foi. Peut-être. Non, je ne dirais pas de bonne foi, parce que
les avocats, nous tous nous savons comment est-ce que nous achetons de parcelles à Kinshasa. Merci Edmond. La personne de la trempe de Bahati ne peut pas manquer de bons avocats à ses côtés. Et il connaît bien que cette parcelle est querellée, même au niveau du conservateur de titres immobiliers. Quand vous allez là-bas, ils ont toutes les archives. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, le même conservateur de titres immobiliers ne pouvait pas établir un autre acte, certificat d'enregistrement au nom de Bahati pendant que le dossier est pendant, mais aussi pendant que le document original de l'époque n'a pas encore été changé ou muté. Donc, du coup, Bahati détient un faux document et aujourd'hui, il est attaquable vis-à-vis de la justice. Mais comme on sait que la politique prime sur la justice, est-ce que, je me pose la question, est-ce que l'Église SCC aura raison vis-à-vis d'un président du Sénat, détenteur de plusieurs pouvoirs? Donc, je me pose la question. D'où, si cette émission est suivie par les autorités qui sont censées réglementer ces domaines, je fais notamment allusion à Molendo Sakumbi qui jusque-là fait bien son travail, de nous chausser d'abord ces conservateurs. Non mais il a agi en rebelle. Merci Edmond. Non mais il a agi en rebelle. Merci. Donc il faut d'abord commencer par le frapper. Ce sont eux qui appauvrissent les pauvres mamans, les enfants. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui détenait son bien après qu'on les ravit. Son bien, il meurt. Il meurt. Il y en a d'autres qu'on arrête, même avec raison, on les jette en prison. Donc pour ces cas ici, nous allons suivre ça de près. L'article est long, nous avons traité ce cas et j'imagine que c'est là que doit interpeller d'autres personnes qui ont l'habitude d'agir de la même façon que M. Bahati Lukwebo. C'était des biscuits, peut-être. En vous lisant, si en vous comprenant, peut-être c'est une spoliation. Lui-même en est victime, lui aussi, on l'a intéressé pour utiliser sa position comme président du Sénat. C'est difficile. Est-ce que lui-même est complice de cela? C'est aussi difficile de l'approuver, mais certainement que la justice va pouvoir les départager avec beaucoup de droits. On va aller à Kisangani. On parle de 2 11 188 candidats, Edmond Izouba, dont 958 649 filles. L'INAFEP, c'est aujourd'hui le coup d'envoi, mais ce coup d'envoi avait connu un petit retard. Hein. D'abord, comment justifier ce changement du calendrier? Oui, sur le plan logistique, je pense que le ministre s'est tardé là-dessus pour justifier comment il fallait déplacer les malles des items et les ramener au centre des examens d'État. Deuxièmement, c'est qu'il y a eu une revendication en sourdine de prestataires de l'ENAFEP de 2 années passées, donc de 2000 et de 2020 et de 2021 qui jusque-là n'ont pas été payés. Et vous avez vu vous-même les photos, l'audience que le ministre Tony Mwaba a accordée à l'inspecteur général de finances qui, en fait, lui, constituait le blocage en termes d'une panoplie d'exigences. Il fallait bancariser, il fallait déterminer comment les prestataires entreront en possession avec leur argent, leur enveloppe, d'où ça posait problème. Mais cette fois-là, ils ont fumé les calumet de la paix. Donc, je ne sais pas quelle procédure que le gouvernement a adoptée pour que le bénéficiaire de cet argent récupère leur prime. Mais deuxième chose, ce qu'il faut rappeler pour l'ENAFEP, c'est que il fallait, avec les systèmes actuels, parce que les gens doivent savoir qu'on a quitté depuis un certain moment le TENAFEP, qui était un test, et aujourd'hui c'est transformé à un examen. Qu'est-ce qui a changé? C'est la dénomination, bien il y a même un contenu qui change. Non, il y a le contenu qui change. Vous savez, c'était à l'époque des EPS Inc. Donc il y avait initiation à la nouvelle citoyenneté. On a estimé bon qu'au lieu de limiter seulement à un test, parce qu'à l'époque c'était une seule journée. Et cette fois-là, c'est devenu 2 jours. Pourquoi? Parce que on a ajouté d'examens de type traditionnel, et puis on a rajouté la mathématique, on a rajouté la culture générale et la dictée. C'est-à-dire, ça fait en sorte que quand un enfant termine, par exemple, la 6e, il a tout le contenu du cours qui revient à l'examen. Or, les tests, c'est comme si vous venez, vous répondez, puis vous partez. En fait, ça fait partie des réformes. Hein. Oui, ça fait partie des grandes réformes au sein du ministère de l'EPST. Donc, du coup, on a l'évaluation complète d'un élève.
Et quand ça finit, c'est alors qu'on peut donner quitus à un enfant d'aller faire les études secondaires. Donc c'est ça, cette amélioration. Et ça permet à la composition ou à la direction qui est chargée de composer les examens de prendre tout le temps pour évaluer. Et surtout, vous savez que cette année, on devait déjà terminer depuis, mais parce qu'il y a Covid, parce qu'il y a eu les arrêts en termes de revendications d'enseignants, quand on a lancé la rentrée scolaire, et cela n'a pas permis aux inspecteurs, justement, de prendre tout le temps qu'il fallait pour composer. Donc, ils ont pris, je crois, une semaine d'ajout pour se rassurer et se rendre compte que tout est bien fait et pour que les enfants... Malgré ça, j'apprends ce matin, je lis Ouragan, par exemple, qui nous renseigne que les inspecteurs, dans certaines zones éducationnelles, tentent de boycotter ces épreuves. Il y a eu ce bras de fer justement, parce que les ministres devraient s'expliquer devant ces inspecteurs, parce qu'il n'y a pas seulement les inspecteurs, il y a les chefs des secteurs éducationnels, eux aussi, lancer leurs revendications. Mais je pense que avec les assurances du ministre, parce qu'il y avait une prime qui devait aussi sortir, et qui devait toucher, ça c'est la prime dans le compte, pas de la prestation, mais de la paye ordinaire et tout ça. Donc je pense que tout est redevenu à la normale. Moi je n'ai pas appris nulle part où les examens, les NAFEP a été boycotté. Et tout se passe dans la norme. Très bien. Merci beaucoup à vous. Mais aussi, il faut mettre... il faut marteler sur une chose, c'est que le fait d'avoir la gratuité de l'enseignement, le fait même d'avoir la gratuité, parce qu'on a buffé tout ce qu'il y avait comme frais de participation, bien que certains parents ont eu déjà à payer, mais l'année prochaine, ils ne paieront pas. Donc, que ce soit les écoles privées et les écoles publiques, ils ne paieront pas. L'aspect de la gratuité que je voulais parler ici, c'était... Même les privés ne payent pas. Oui, même les privés. Ah, donc la gratuité, c'est élargi. Oui. Du moins, en ce qui concerne les tests, l'examen de fin d'études. Oui, la paye pour la participation, okay, très bien. Cette mention est buffée. Ça dit quoi? Le fait pour nous d'avoir la gratuité, ça augmente de manière, je dirais, exponentielle le nombre d'élèves. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez compte par rapport aux chiffres avancés par les services de communication du ministère, vous vous rendez compte qu'il y a 500 000 enfants qui se sont ajoutés du nombre de l'année passée. Or, déjà en général, on faisait un calcul de l'année passée selon le nombre de plus de 4 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école grâce à la gratuité. Et c'est chaque année que les chiffres connaissent une évolution exponentielle. Donc, quelque part, il faut féliciter, il faut saluer ces rêves fous. C'est un défi qu'avait lancé le président de la République qui, aujourd'hui, commence à devenir une réalité. De la même manière, il y a une forte mobilisation d'élèves. Vous parlez même de 500 000, si vous voulez, mais il faut aussi 500 000 nouveaux bancs, 500 000 nouveaux bâtiments. Voilà, et ça c'est la campagne Pas une école sans bancs. Donc cette campagne se déroule très bien parce que nous avons vu les ministres un peu pratiquement partout, les itinérances en province, c'était justement pour aller remettre ces bancs à acquis des droits, mais aussi savoir qu'il y a un fonds pour la gratuité qui est créé désormais, qui va commencer à alimenter les écoles en bancs, mais aussi à alimenter les enseignants. Donc il y a des mécanismes, les réformes en dehors de la gratuité, qui est justement placé pour redresser les systèmes éducatifs, mais aussi pour, je dirais, pérenniser ces systèmes de la gratuité. Ça, vraiment, je pense qu'en dehors de tous les bruits que nous avons eus en début de l'année, cette fois-là, les choses semblent marcher pour Tony. Parlons justement de ces bruits. Il est en train de s'essouffler un peu, de récupérer un peu ce qu'il avait perdu tout au début, toutes les énergies qu'il avait dépensées.
je pense que c'était dans le bon sens. Je sais que les gens nous attendent vraiment sur cette question de l'Angola avec cet tête-à-tête, mais on va terminer quand même cette partie sur l'enseignement primaire, secondaire. Et Zouba, quand on a repris l'année, c'était pas facile. Vous avez vu la grogne des cathos, vous avez vu la grogne de certaines écoles, même officielles. C'était une sorte de bras de fer parce que le ministre disait une chose, le prêtre faisait également autre chose. Quand je parle de prêtre, je ne dis pas le prêtre de l'église, mais les écoles de prêtres, les écoles conventionnées qui n'attendaient pas à cette oreille. Ils sont allés à Mbouela Lodge, il y avait les endendons de Bibois qu'il fallait achever. Il fallait rassurer les enseignants que cette fois-ci, le gouvernement prend leurs revendications au sérieux et qu'ils seront payés. Il fallait leur ajouter une prime de la gratuité parce qu'il y avait beaucoup de revendications. Et parmi, il y avait également, il fallait payer les NU. Alors, comment il fallait faire? Les nouvelles unités, vous voulez dire? Les gouvernements, oui, les nouvelles unités. Les gouvernements qui, avec Tony Mwaba, qui venait d'arriver et qui avait pris la balle au bon, devait maintenant pas contourner les revendications. Parce que l'argent, il n'y en avait pas réellement. Il fallait faire vraiment ce qu'on appelle prendre les risques, signer, mais en même temps, de l'autre côté, travailler sur la mobilisation des recettes. Et les choses ont souri un peu pour Félix Tshisekedi. Aussitôt, les accords ont été signés, nous avons commencé à constater une croissance dans le bon sens cette fois-là, du côté des régies financiers. Et du coup, il y a eu des budgets rectificatifs. Quand on parlait de l'année passée, déjà au mois de novembre, on a rajouté quelque chose pour les enseignants. Et l'État congolais a été soulagé par les fonds du FMI, des 1 milliard qui est réparti, je pense, dans 5 ans, pour également permettre à ce que les enseignants puissent continuer à assurer cette gratuité. Mais aussi, il y a eu beaucoup de parts belles qui ont été faites qui permet aujourd'hui, qui ont permis dans le passé au gouvernement d'assurer les revendications des enseignants. Du coup, il n'y avait plus d'arguments avancés pour retourner en grève. Alors, il faut préparer l'année prochaine. Les gens ont regardé même, ont regagné même une grève forfaitaire qui a été initiée par un homme qui finalement ça n'a pas marché. Et vous sentez qu'aujourd'hui, bien qu'on est en 3e année de la gratuité, mais il y a quand même certaines têtes dures qui ne croient pas vraiment qu'on a encore cette gratuité, qui continuent à demander de l'argent et tout ça. Mais je pense que dans 5 ans, on va vivre la vraie gratuité. Avec toutes les réformes, c'est question seulement d'en assurer et de payer régulièrement ce que les enseignants il faut mettre toutes ces revendications, tous ces soubresauts du début de la gratuité dans le panier de ce qu'on appelle douleur d'enfantement pour cette réforme. De toute façon, ça ne devait pas être facile parce que c'est d'abord de façon surprise que le président... Et maintenant, c'est irréversible. Maintenant, c'est irréversible. Non, c'est irréversible. Donc, le monde entier est déjà au courant qu'en République démocratique du Congo, il y a un système de gratuité de l'enseignement primaire qui s'active. On n'y reviendra plus. Et surtout, moi, je me pose la question, comment les enseignants eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça? Comment les chefs d'établissement ne s'attendaient pas à ça? Pourtant, c'est dans notre constitution, article 43... Est-ce que la qualité de l'enseignement a changé par rapport à cette gratuité? C'est là où c'est la question. C'est une grande bataille, parce que même dans le passé, quand on payait les frais, le système était quand même modique. Le système d'enseignement. Donc, d'où il y a des réformes instaurées pour le redressement du système éducatif de ces sous-secteurs. Et sur ce point-là, il faut encourager les actions du gouvernement à travers Tony Mwaba, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Les grands enjeux pour cette gratuité, c'est la prochaine rentrée. C'est la grande bataille même. Hein. Vous avez vu avec... on dit c'est le ben pour les syndicalistes. Hein. C'est en ce moment-là qu'ils viennent avec toute une batterie de revendications. Mais je pense que cette année... Pas de satisfaction, pas de rentrée scolaire. Si le gouvernement est stratège, il peut couper l'herbe sous leurs pieds. C'est très simple. Leurs cahiers de revendications sont là. Le gouvernement a vraiment tendance à augmenter chaque année. C'est ça ce qui a été établi.
Et ça, c'était sans demande des enseignants eux-mêmes. Donc, du coup, le gouvernement peut déjà s'organiser à son niveau parce qu'on nous parle déjà d'un budget probablement de 12 milliards de dollars. On s'est limite là. Donc, oui, donc il y a eu des fonds additionnels. On peut juste directement octroyer des fonds aux enseignants en attendant même qu'on aille dans un cadre de négociation ou dans une tribune où on va prendre l'employeur et les employés. Donc, directement, on leur paye sans qu'il y ait aucune revendication sur le terrain. Très bien. Mais vous savez, l'action syndicale, c'est comme on dit, vous... Imprévisible. Vous pensez avoir résolu un problème aujourd'hui, demain on va poser d'autres revendications. Non, mais ce qui est bon, c'est de rester dans le cadre. Dans le cadre, ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait des grèves sauvages. Vous vous réveillez le matin, vous écrivez... Il y a eu une partie ici entre les enseignants. Oui, oui, oui. Le cadre, il est déjà là. Qui regroupe beaucoup de ministères, et de l'autre côté il y a aussi beaucoup de membres du syndicat qui représentent les intérêts des enseignants. Continuons dans ce cadre-là. S'il y a des revendications, vous amenez tout dans ce cadre et le cadre va résoudre le problème. Très bien, madame, monsieur. Vous regardez Kiosque, c'est sur CCTV, Moïse Ouba avec nous sur ce plateau. Nous cheminons. Parfois, ça nous met très à l'aise de parler des questions sociales. C'est justement ça, quand vous dites que les sociales ne marchent pas. Ça prend en charge l'éducation, ça prend en charge aussi la santé, les transports, les routes. Épargnez-nous un peu ces débats des Bahati a dit quoi, Bemba a dit quoi, tout le monde en parle dans tous les plateaux de télévision. Ça devient comme une sorte de répétition répétitive, les sentiers battus comme ça s'est dit chez nous dans la profession. Il y a des questions qui touchent effectivement à la vie des Congolaises et des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, Félix, j'y reviendrai demain, s'il sera encore en vie de nous dire, écoutez, j'avais trouvé autant d'écoles, j'en ai construit autant, j'avais trouvé autant d'élèves à l'école, moi j'en ai rajouté autant, j'avais trouvé autant d'enseignants, j'en ai ajouté autant. J'avais trouvé par exemple un enseignant qui touchait 300 000, et moi aujourd'hui j'ai fait 5 ans, j'ai paye maintenant 600 000 par exemple, et c'est de ce genre de débat que nous voulons, parce qu'il ne faudrait pas que l'on vienne nous mentir demain, que voilà, écoutez, la gratuité n'avait pas marché, ou la gratuité avait marché à 100%, et nous devons être exigeants. Il y a l'autre point, justement sur le plan social, sur Edmond, c'est la question de la grève annoncée des médecins. C'est le SINAMEL qui a annoncé cette grève, c'est pour demain. Oui, justement parce que la grève a été annoncée. Après les négociations avec... Ça, il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas tomber malade. Moi-même, je suis malade. Je crains pour ma santé. Bon, justement, c'est pour les hôpitaux publics. Nous connaissons que la plupart de ces médecins ont aussi leurs hôpitaux, des cliniques et tout ça à côté, qui sont donc privés. Et là-bas, ça va continuer. Et peut-être que c'est le même médecin qui te soigne à Kitambo qui va t'appeler, Papa Serge, tu peux me rejoindre à ma clinique de l'autre côté. Non, ce qui est là, c'est que c'est un gouvernement responsable qui fait face à des revendications légitimes de ses employés. Alors, il n'y a pas une semaine passée, le médecin, avec le ministre du budget, le ministre d'État et le ministre de la Santé, je pense aussi le ministre de la fonction publique, était toujours à Bibois. À Bibois. Parce que Bibois, c'est devenu comme un ring de boxe. Symbolique, hein. Oui, parce qu'avant, c'était Mboudi. Oui, oui. On a compris que Mboudi a été achevé déjà. Oui, donc, oui. les accords sont déjà payés. Il faut aller à Bibois. Il faut créer un autre rapport de force, cette fois-là, un autre terrain. C'est Bibois. Alors, même les médecins se rendent aussi là-bas. Ils étaient là-bas. Avec les membres du gouvernement, ils ont négocié. Les négociations allaient dans le sens de l'augmentation des primes, des NI, parce que là-bas, il y en a aussi les nouveaux médecins qui entrent en jeu. Il fallait également confirmer certains médecins. Et la grève a été annoncée le matin, la journée, et c'est la nuit que le président de la République va confirmer cette fois-là 1645 médecins. Les chefs d'hôpitaux, il a confirmé également le médecin généraux, il a confirmé le médecin chef de clinique et tout ça. Donc ça veut dire une grande partie... L'ordonnance est tombée hier. Oui, l'ordonnance est tombée hier comme ça se passe à Kinshasa. Donc il fallait que les médecins annoncent la grève pour que l'ordonnance tombe. Et ils savent par quel langage le gouvernement écoute mieux. Donc voilà,
ils ont secoué le cocotier et du coup le gouvernement a réagi à travers le président de la République. Maintenant, question de savoir est-ce qu'ils auront aussi la bonne foi, la bonne volonté de suspendre ce mouvement qui a été lancé hier. Or, pour suspendre un tel mouvement, il faut une assemblée générale. Or, pour organiser l'assemblée générale, il faut lancer des invitations bien avant. Alors, on va gréver peut-être mercredi et jeudi assister à un mouvement de levée de grève. Sinon, la grève n'aura pas son sens parce que ce qui concernait comme prime et tout ça, le gouvernement a assuré à Bibois et les revendications qui restaient pour parler de plus de 1000 médecins. 1600 médecins. Ça c'est extraordinaire. 54 médecins. Ça, c'est historique même. Aucun président ne l'a fait dans le passé. Pourtant, c'était les revendications des médecins depuis 1990. Ils ont commencé à revendiquer qu'on puisse augmenter en grade certains médecins et aussi confirmer certains médecins qui venaient d'arriver. Et du coup, le président n'a pas voulu couper la poire en deux. Il les a tous récupérés, il les a tous mis dans le même sac et a fait cette promotion. J'ai encore vu, c'était quoi, au début de la mandature de Félix ou vers la fin de la mandature Kabila, des médecins qui ont été molestés sur le boulevard. Oui, justement, parce que là, on ne se comprenait pas. Et voilà, aujourd'hui, vous avez un gouvernement responsable qui met le médecin en face de son gouvernement et pour satisfaire leurs desiderata. Mais aussi, ce qu'il faut saluer, c'est que les régies financières qui sont en train d'alimenter les trésors publics. C'est très important parce que vous allez vous en rendre compte que la plupart des fonds qui entrent, bien que les institutions... C'est taille la part du lion. Oui, c'est taille la part du lion, c'est-à-dire 60% du budget vont dans cette direction-là, mais que le 40% restant aille dans une bonne direction, c'est-à-dire soit orienté dans la direction sociale de la population. Or, dans le social, on voit toutes les revendications. Ça ne veut pas dire que ça se termine là, parce que chaque année, il y aura au moins une revendication de plus de médecins, des enseignants, des fonctionnaires de l'État. Des magistrats et tout ça. Donc, l'État responsable doit déjà s'intéresser et pencher comment résoudre, pas présentement, mais dans le futur, comment petit à petit augmenter, aller dans le même sens. Parce que ça va de soi avec les militaires qui combattent au front, ainsi de suite. Sur le front social, c'est-à-dire Félix joue et gagne? Non, pas encore. On ne peut pas dire que c'est une victoire parce qu'on sait déjà que cet argent ne représente rien vis-à-vis de la réalité du marché congolais. Mais c'est un pas. Oui, mais c'est un pas. On ne peut que saluer. Que ce soit les on ne va pas condamner. Oui. On doit saluer pour permettre à ces gouvernements, pour encourager ces gouvernements à aller dans la bonne direction. Si on commence déjà à condamner, ça serait mal parti. Peut-être que le gouvernement croira qu'il n'est pas bien compris. Peut-être qu'il y aura encore des incompréhensions. Donc il faut toujours encourager quand le gouvernement manifeste les actes de bonne foi. Très bien. Sama Lukonde n'aime pas du reste. Bien sûr, ça touche tous les maillons. Le président de la République, ça part même ramasser les députés. Donc, c'est santé les autorités budgétaires, c'est santé l'autorité budgétaire. Voilà, donc ils doivent savoir comment répartir les budgets. Et aussi, bon, comment résoudre l'affectation de ces fonds, comment résoudre ces problèmes de la part du lion des institutions. Et là, ça dépend encore de la volonté du président de la République. S'il faut réduire les trains de vie des institutions... C'est comme me disait quelqu'un ce matin, Paulette Kimuntu, pour ne pas la citer, elle me rappelait ce matin sur WhatsApp, mais pourquoi on dit toujours, chaque conseil des ministres, réduction des trains de vie des institutions, réduction des trains de vie des institutions, mais jusque-là, on ne voit rien et on ne comprend plus rien. Madame, Messieurs, on va parler actualité politique cette fois-ci. Voilà. Peut-être la question qui va nous diviser, Edmond et moi, c'est la question de cet tête-à-tête annoncé pour demain, mercredi, à Luanda. Joao Lourenço reçoit Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, président de la République, et Paul Kagame du Rwanda, chef de l'État rwandais, tête-à-tête, une première en bilatéral depuis le traitement de la crise à l'est du pays. Bien sûr, parce que, vous savez, d'abord, les Congolais ne sont pas d'accord avec cette rencontre.
vu la figure que présente actuellement le président. Il n'y a pas eu de sondage fiable, hein, pas de statistiques. Hein. Oui, mais... Bon, il suffit d'interroger quelqu'un dans le taxi. Oui, donc ça dit la tendance qui se dégage déjà à la société civile. Nous, on en a eu deux, de Goma et le mouvement citoyen, qui sont contre. J'ai suivi la Loucha, j'ai suivi aussi Filimbi. Alors, en fait, c'est ça. En fait, les jeunes de mouvement citoyen ne sont pas d'accord que cette rencontre puisse avoir lieu. Mais aussi, ceux qui n'étaient pas d'accord, c'est de voir la brigade qui a été créée au Kenya puisse intervenir. Donc, il faut carrément mettre une croix à cette brigade-là, parce que, comme nous l'avons dit dans le passé, il y a risque de surmilitarisation de ce coin, qui est d'ailleurs riche en ressources Qu'est-ce qui va changer? Alors, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu, s'il vous plaît? Quel est l'enjeu de cette rencontre? D'autant plus l'on connaît les positions ou la position de Kinshasa, ou les positions ou la position de Kigali. Les deux capitales s'accusent mutuellement. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui n'a pas été dit qui va se dire aujourd'hui de nouveau entre ces deux chefs d'État? Voilà. Ça veut dire, quand le peuple congolais, le président de la République était contre la participation de Kagame à cette brigade, vous avez entendu la réaction de Kagame. Il a consenti? Non, même pas. Il dit, le président Tshisekedi considère cela comme une victoire. Et pourtant, le Rwanda ne force jamais la main pour participer. La victoire pour le président Tshisekedi serait de gagner cette crise. Donc, quelque part, Kagame commence à nous donner de leçons, nous, peuple congolais, et il commence à se moquer même de la victime. Donc je pense que dans ce tête-à-tête, on doit placer tout le monde à sa place. La RDC, qui est une victime, doit être considérée comme telle. La RDC vient avec quel agenda? Vient avec quelles revendications? Justement, c'est-à-dire les revendications de la RDC, le président de la République, c'est lui qui les porte. Et curieusement, cette revendication a été déjà établie. Quand vous lisez même l'accord cadre qu'on réclame aujourd'hui qu'il faut appliquer et tout ça, quand vous lisez même les résolutions des Nations Unies et tout consort, c'est la paix. C'est la plus grande revendication du président de la République. Parce que ce coin-là est jeté, parce que ce coin-là doit être développé, parce que la population doit vivre dans la tranquillité. Le président ne peut que réclamer la paix. Et la paix a ses exigences. À un voisin que l'on sait belliquer. Oui. La première exigence de la paix pour le Congo, c'est d'abord que le Rwanda cesse de financer. Parce qu'on vient de les tuer maintenant. On a tué le Rwandais. Plus d'une trentaine. Nous avons vu les photos. Notre armée les a tués. Ça veut dire que si le Rwanda continue, parce qu'il a été établi par les Nations Unies, par les Conseils de sécurité des Nations Unies, que les rebelles utilisent les armes de précision. Ils ont des équipements militaires professionnels. Et dans ces équipements, vous voyez bien les cachets de RDF qui est là. Je me souviens encore un confrère, je crois c'est Politico, qui dit avoir mené une enquête. Il dit dans ses enquêtes, il a découvert que l'armement qu'utilisent ces terroristes du M23, c'est un armement chinois. Et quand vous regardez, qui aurait été vendu par des Chinois au gouvernement rwandais. Voilà. Donc ça revient au même. Au-delà des armements, il y a les tenues militaires, il y a les effets militaires. Vous voyez? Donc même les bottes, c'est marqué RDF. C'est-à-dire quand vous passez la commande, vous passez tous les insignes possibles de l'armée. Et là où on le confectionne, on le fait et on vous envoie. Même les armes, il y a des numéros, il y a des mentions qu'on place dans les armements qui restent quelque chose d'un pays, au fait, qui sont au fait des insignes d'un pays, qui représentent, je dirais, un pays. Donc, vous ne pouvez pas prendre un pistolet, même les armes à petit calibre, vous prenez ça à Kigali, vous venez avec ça au Congo. Même si vous tuez une personne avec ça, après, les experts balistiques viendront faire, comment on appelle, les évaluations sur terrain. Ils vont remarquer que cette arme
provenait plutôt de Kigali et tout ça. Donc c'est ça ce qui est avéré sur le terrain. Est-ce qu'à l'issue, le président de l'Angola ne peut pas faire sourd d'oreille par rapport à ça, parce que tout le monde suit l'actualité de très près, ce qui se passe au Congo, même le Conseil de sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que même en cas de tête-à-tête, en cas de réunion d'assemblée générale ou de sommet en Afrique, régionale sous régionale, qu'on tienne compte de ces éléments-là et que la RDC soit représentée vraiment comme une victime et que le Rwanda qui est en face... Vous n'avez pas cherché à savoir si Kinshasa a confirmé la participation de Félix Tshisekedi à ça? Alors voilà, ça aussi c'est un enjeu. Ce qui est là, c'est que le président, d'après mes informations, d'après mes sources, devrait faire ses déplacements aujourd'hui pour Luanda. Alors, est-ce que c'est effectif ou pas? Est-ce qu'il s'y rendra? Est-ce que c'est peut-être le ministre des Affaires étrangères? Mais il semble que comme les négociations ont déjà commencé tête à tête bien avant, il y a nécessité qu'il soit... Il n'y a pas rupture de relations diplomatiques. En présentiel. Il n'y a pas rupture. On ne voit pas pourquoi les chefs de l'État ne s'y rendaient pas. Il n'y a pas rupture, mais nous tendons vers cette rupture-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été mis au frais, mais aussi certaines choses ne marchent pas normalement. Alors, le Rwanda voit ça de très mauvais œil. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Rwanda vit de la RDC quotidiennement, surtout en termes de ressources et tout ce qu'il gagne, et tout ce qu'il vole, tout ce qu'il pille dans l'est du pays. Et aujourd'hui, ça ne va pas nous étonner que le budget de Rwanda soit revu vraiment au rabais. Ils ont connu des pertes énormes sur le plan économique. Donc, c'est déjà un succès pour l'état des sièges, mais aussi il faut encore serrer de ces côtés-là. Il y a deux projets qui devaient permettre au Rwanda de raffiner l'or de l'Est dans leur pays, mais malheureusement, le gouvernement a suspendu tout ce qu'il y avait comme accord. Voilà pourquoi j'ai dit on tend vers cette rupture-là. Si Rwanda persiste et signe, il continue d'alimenter les rebelles. Et je pense que le président n'hésitera pas de tout rompre cette fois-là, même sur le plan diplomatique. De toute façon, l'ambassadeur est déjà parti, il est rentré à Kigali. Deux dernières questions. Qu'est-ce que Félix devrait éviter lors de cet tête-à-tête de demain? Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce qu'on peut obtenir le dégel, par exemple, en exigeant du Rwanda le retrait des troupes rwandaises aux côtés de ces terroristes M23, mais aussi la pression du Rwanda, qui est aujourd'hui en réalité les parrains de ces pseudo-rebelles, de pouvoir réintégrer le processus du désarmement. Dès lors qu'on ne sait pas, pour terminer, l'obtenir avec ces chefs d'État qui avaient demandé la cessation des hostilités immédiate. Voilà. C'est très compliqué quand on parle même avec le Rwanda. Des fois, on a tendance à dire que Kagame n'écoute pas, parce qu'en réalité aussi, ce n'est pas Kagame. Ce n'est pas Kagame le problème. Ah oui. Kagame est manipulé comme une marionnette. C'est la communauté internationale, c'est ces multinationales-là. Donc c'est santé qui nous impose un embargo que nous ne puissions pas nous défendre ici. Ils font tout de nous lier le main et pour permettre à ce que les petits comme le Rwanda nous frappent sur la figure. Donc c'est santé en principe. Kagame peut bien beau parler, mais si cette communauté internationale, ces vagues de multinationales ne sont pas d'accord, parce que ce sont eux les bénéficiaires numéro 1 du coltan pour la fabrication des ordinateurs, vous avez Microsoft et tout ça, et vous avez les iPhones, les téléphones portables. Donc c'est eux, c'est les Américains, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni. Donc si ils ne sont pas, c'est la France, il faut désormais ajouter la France dans le lot. C'est la France et tous ces pays-là. Si eux ne sont pas d'accord, parce qu'ils estiment que 50% du budget du Rwanda proviennent d'eux, ce sont eux qui financent le budget du Rwanda. Parce que le Rwanda n'a rien. Et le Rwanda a fait au monde entier les chantages. Pourquoi? Parce qu'ils sous-traitent les Rwandais. Non, ils estiment que le Rwanda a souffert d'une crise. Les chantages autour du génocide, qu'il faut à chaque fois intervenir
pour aider ce pays-là à émerger. Merci. Et aujourd'hui, quand vous prenez même les articles, vous voyez comment ils vantent le Rwanda comme pays modèle, et ils ignorent même que le Rwanda ne pratique pas la démocratie comme la RDC. Alors, ça c'est le volet diplomatique de la question. Je voulais terminer. Par rapport à cet état-tête, c'est pour interpeller aussi Joao, qui a toujours tendance à nous appeler à cette table, que le Rwanda, en principe, Kagame, qui représente son pays, qui est le Rwanda, n'est qu'une marionnette des Occidentaux. Donc, en parlant avec Kagame, il faut faire très attention, sinon on ne risquera pas d'avoir la véritable solution au problème. Donc il faut ramener les débats un peu plus loin. On quitte Afrique, on part, le président africain, on a vu ça avec G7 Sahel, on peut ramener ces problèmes à ces niveaux-là. Ce sont eux le véritable imposteur, ce sont eux qui créent des rébellions. Donc on va les attaquer directement et puis on leur explique le problème. S'ils ont besoin d'exploiter, le président le dit à plus d'une fois, s'ils ont besoin d'exploiter, qu'ils viennent la journée, au lieu de passer par le rebelle. D'ailleurs, nous pouvons encore leur accorder beaucoup plus que ce qu'ils pensent récupérer ou voler, piller en tuant nos concitoyens. Donc, ils peuvent venir la journée, on signe des accords. Microsoft était venu ici, Google était venu. Venons, négocions comme ça, on vous libère ce que vous avez besoin. Question que la RDC se retrouve et que ce coin de la République soit aussi développé parce que ce coin regorge beaucoup de richesses minières. Très bien, merci à vous, cher Edmond Izuba. Madame, Messieurs, cette émission terminée. On parlait tout à l'heure de cette grève annoncée de médecins de la République démocratique du Congo. Coup de pied dans la fourmilière. Félix Tshisekedi a pris une série d'ordonnances, des ordonnances qui sont tombées la nuit, pour promouvoir certains médecins des carrières et d'autres encore, jeunes, nouvelles unités. On verra. Ne tombez pas malade en tout cas, s'il vous plaît. Ne faites pas comme moi. Ne tombez pas malade parce que on ne sait pas ce qui va advenir demain dans nos hôpitaux publics. Peut-être que cette bonne nouvelle, avec ces ordonnances, va pouvoir calmer un peu les ardeurs du Sina Ahmed. Et NAFEP, les coups d'envoi venaient d'être lancés à la Tchopo, plus précisément à Kisangani, par le ministre Tony Mwaba. Je vous rappelle juste les thèmes qui ont été débattus dans cette émission. Cet examen des fins d'études primaires a concerné 2 11 188 candidats. Les chiffres qui nous parviennent du ministère de l'EPST, dont 958 649 filles. Augustin Matata Pogno, on ne parlera pas de lui, c'est bien dommage. Il est rentré à Kinshasa le dimanche. Il fera face au juge de la cassation. Rendez-vous, prenez donc cette date, le 11 juillet prochain. Procès Bukanga Lozo. La Cour constitutionnelle s'était prononcée sur la question, mais la question a été récupérée et prise en charge aujourd'hui par les parquets prêts à la cassation. Merci à vous d'avoir été de nôtres, mesdames, messieurs.